Réagir, réagir. Le nombre de détenus a atteint un nouveau record au 1er mai 2018 avec 70 633 personnes incarcérées dans les prisons françaises, selon les chiffres de la direction de l'administration pénitentiaire. Le nombre de mineurs écroués reste à son niveau le plus élevé depuis 2002. Avec une capacité de 460 places, la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré reste la plus grande de France, accueillant des détenus condamnés à de très longues peines, 18 ans en moyenne, dont les perspectives de sortie sont de plus en plus réduites du fait des évolutions de la loi. Comme nombre de condamnés, ceux de Saint-Martin-de-Ré reçoivent peu de visites. Leur lien avec l'extérieur se délite. 76% de la population n'est pas visitée, peut-on lire dans le rapport d'activité 2012. Les difficultés d'accès à la centrale sur l'île de Ré et les coûts de déplacement accentuent le phénomène. Beaucoup de familles viennent de loin et chaque déplacement est très coûteux. Réagir Production, le magazine de reportage Rété, vous propose d'entendre aujourd'hui le témoignage d'une mère d'assassin dont le fils est incarcéré depuis plus de 9 ans à la centrale pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré sur l'île de Ré. Cette mère, que nous appellerons Sylvie, nous raconte la vie de son fils à l'intérieur de l'enceinte. Elle nous explique comment elle vit cette double peine et si elle conçoit une réinsertion possible pour son fils. Il a été condamné pour meurtre. Donc il a pris beaucoup d'années de prison, 11 ans de sûreté et 17 ans de prison. À la suite de ça, ils m'ont changé plusieurs fois de prison parce qu'il a failli passer DPS. DPS, vous pouvez expliquer ce que c'est ? C'est détenu particulièrement à surveiller. Donc à la suite de ça, on s'est arrangé pour le sortir de la prison où il était parce que c'était l'enfer réellement. Il est parti sur Paris. De Paris, on est reparti sur Lille. De Lille, on est reparti sur Amiens. Et de Amiens, on est arrivé à l'île de Ré. Réagir, réagir. La vie d'une mère ou d'une femme d'assassin est faite de rires et de pleurs, mais surtout de pleurs. Et les visites au parloir ne sauraient manquer pour que ne se casse le fil de leur vie. Ces rendez-vous au parloir sont de véritables marathons pour les membres de la famille qui paient cher à l'incarcération de leurs proches. Comment se déroule la visite dans le parloir ? Combien de temps restez-vous ? Alors ce qui est super là à Saint-Martin-de-Ré, c'est qu'on arrive le matin à 8h, on en ressort à 11h, et l'après-midi on revient à 14h, on ressort à 17h. Moi qui viens que les week-ends, c'est déjà pas mal, c'est énorme. Par contre on en ressort épuisé, fatigué. Quand on arrive, déjà on donne sa carte d'identité à l'entrée, on attend, on passe à la fouille, ce qui est normal, et ensuite on nous faut entrer dans une autre salle, on attend donc le détenu. Et c'est vrai que c'est un moment intense parce que là on sait pas du tout comment il va être, quoi, en définitive. Parce qu'ils peuvent être bien, comme ils peuvent être mal, suivant le mois qu'il a vécu. Et pour moi, le mien maintenant, pourtant, c'est quelqu'un qu'on a du mal maintenant à toucher. Enfin, je veux dire, il faut toujours prévenir. Il faut toujours pas empiéter son territoire. En gros, c'est ça. Il se replie un peu, enfin, il se referme, enfin, il devient un petit peu plus dur. Il a quel âge ? Il a 22 ans. Ça veut dire qu'il a été incarcéré à 18 ans. C'est ça. Quand vous le voyez, quand vous êtes avec lui, de quoi parlez-vous en premier ? En premier, c'est de suite comment tu vas, tu as repris tes cours, qu'est-ce que tu as fait. Et lui, c'est toujours de me dire j'espère que tu vas bien, ça se passe bien. Enfin bref, c'est surtout ça, c'est rassurer d'abord, la première chose. On rentre jamais dans les vrais sujets, on va dire. Pas le premier jour, mais le deuxième jour, oui. Là, après, on peut un peu attaquer les sujets de fond. Moi, quand le mien me dit quelque chose, je le laisse parler. Parce que si je coupe, je sais plus ce qui se passe à l'intérieur de la prison, je veux dire. Donc, je laisse parler. C'est un jeune qui a vieilli. Pour moi, maintenant, la manière dont il parle, dont il s'exprime, il a 30 ans. Parfois, on se dit par contre, il a raté des étapes, quoi. Mais il y a aussi, dans le regard, il y a aussi des passages à vide. Enfin, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, que l'on ressent, mais qui ne s'explique pas. Quand vous regardez un détenu, qui peu importe lequel, son regard est différent. Il y a un vide. Les yeux sont morts. Enfin, pour moi, c'est ce que je ressens, les yeux sont morts. Il y a une absence de vie. Voilà. Et au bout d'un moment, c'est vrai que s'installe la routine à l'intérieur d'une prison. Et pour eux, c'est vital, oui, que l'on raconte l'extérieur, que l'on raconte ce qui se passe, les nouveautés, parce qu'ils vivent sur eux-mêmes, quoi. C'est un peu difficile quand même. De son côté, est-ce que lui ne souhaite pas que vous continuiez à le voir ou plutôt si ?
Je dirais oui, mais il me dit de venir moins parce que ça coûte cher, parce que bon, t'es fatigué, etc. Faut que tu te reposes, faut que tu penses à toi, etc. Bon, il est plutôt dans cette approche-là. Mais je sais qu'il a besoin de visites, surtout qu'il a que moi et son frère. Donc ça fait pas beaucoup de visites, donc je sais qu'il en a besoin. Parce qu'en prison, sans visite, je pense que ça va être franchement terrible. Est-ce qu'il y a une chose qui le préoccupe beaucoup, hormis le fait de manquer de liberté, bien sûr? Je pense que c'est les relations qui se passent à l'intérieur de la prison. Il ne m'en parle pas, mais quand il me disait oui, il y a des clans à l'intérieur, il y a les Basques, il y a les Marseillais, il y a un tel, il y a des groupes qui se forment. Ça a l'air d'être un peu perturbant pour certains, on va dire. Je ne sais pas ce qui se vit réellement, puisqu'il ne me le dit pas. Mais ce que je sais, c'est que le matin, ils sont dehors jusqu'au soir, et donc ils sont dans ces fameux, entre guillemets, casinos. Et donc celui qui n'a pas, je veux dire, de relation avec certains, se retrouve tout seul, et je ne sais pas comment il le vit réellement, quoi. Non, ce qu'il passe à l'intérieur, il le vit, il en est conscient, mais il veut me préserver moi. Parce qu'il pense qu'il m'a déjà assez fait de mal comme ça, entre guillemets, par le fait qu'il soit en prison. Donc il ne veut pas me faire souffrir plus. Donc vous dites qu'il culpabilise? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il culpabilise. La première des choses que m'a dit son avocat, c'était la première fois qu'il entendait un prisonnier dire, parce qu'ils sont tous innocents, lui il a dit « moi je suis coupable ». Et il paraît-il que c'est surprenant, parce que les autres ils disent tous « je suis innocent ». Lui il dit « je suis coupable, je paye ma dette et jamais je n'aurais, bon peut-être parce qu'on est croyant, je sais pas, mais jamais j'aurais dû passer à l'acte. Jamais j'aurais dû toucher à ce fusil, jamais j'aurais dû, voilà quoi. Bon, il sait même pas lui-même comment ça s'est passé, mais il me dit « voilà, je suis coupable, point ». Donc je paye ma dette. Et c'est comme ça. Selon le Conseil de l'Europe, on peut parler de longue peine à compter de 5 ans. Mais en France, cette expression est employée essentiellement pour les détentions de 10 ans et plus. Alors comment dans ce cas parler de réinsertion dans un avenir autre que celui de la prison? Comment réintégrer une société dont on a été si longtemps coupé? Le rapport Monteil, paru en février 2018, alerte sur l'urgence de développer le travail pénitentiaire, levier de réinsertion des détenus. Dans ce même rapport, Jean-Marie Delarue, ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté, pointe le désintéressement des prisons françaises pour le travail pénitentiaire, qui est pourtant un gage de réinsertion. Une prison qui ne réinsère pas est préjudiciable à la société tout entière, conclut Jean-Marie Delarue. Réagir. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand votre fils a été, arrêté effectivement, mais surtout condamné? On se dit on ne peut pas laisser tomber la personne, parce que déjà, parce que c'était mon fils, même si on n'était pas en accord avec ce qui s'était passé, dans la manière dont ça s'était passé, d'accord. Mais quand la condamnation en plus est tombée, je pensais sincèrement qu'il aurait 18 ans, mais sans sûreté. C'était ça le truc. Mais quand la sûreté est tombée, là franchement je me suis dit là il n'y a aucun espoir, quoi. Et c'est vrai que ça a été un peu vraiment pénible, des deux côtés je veux dire, hein. Ce qui est compliqué en tant que mère et en tant que fils, c'est qu'il y a des non-dits. On sait, comment on ressent les choses, on sait que l'autre va mal, mais il va pas vous le dire. Il va vous faire croire que c'est Club Med, quoi, en gros. On sait très bien que ça va pas. Moi, de mon côté, ça va être pareil. On ne va pas dire ce qui va pas réellement. Au contraire, on essaye d'optimiser les choses. Enfin, on pense que comme ça, la personne va aller mieux. Et je ne sais pas si on a tort ou si on a raison, mais c'est comme ça que l'on fait en tout cas. Par contre, s'il est arrivé à Saint-Martin-de-Retz, ça a été un soulagement. Que ce soit pour lui ou que ce soit pour moi. Ça peut paraître bizarre parce que c'est une centrale. Et tout le monde se dit dans une centrale, c'est dur. C'est vrai que c'est dur aussi. On va dire que les gardiens ont une approche des gens qui est différente, déjà plus humaine. Il pouvait poser ses bagages, entre guillemets. Il avait le temps là de poser, de comprendre, de réagir entre le procès, entre ses déménagements de prison, entre mi ou mi-tard, entre être frappé par les gardiens, ce qui s'est passé, des choses comme ça. On n'a pas le temps. Il n'y a que la haine qui surgit, il n'y a que la violence qui revient et c'est pas ce qu'on attend. Enfin, je pense que quand quelqu'un est détenu, ce qui doit vraiment ressortir, c'est qu'il paye sa dette à la société pour ce qu'il a fait, ça c'est clair, mais aussi que de l'autre côté, il y a un système où on puisse aider l'autre aussi. On puisse aussi voir l'avenir. Je veux dire que dès lors où un prisonnier rentre en prison, on ne doit pas simplement lui laisser passer le temps, on doit aussi prévoir la sortie. Ou alors on prévoit une société où on aura des gens en sortant qui seront terribles. Et je crois qu'il faut leur apprendre, c'est justement à se pardonner aussi, et aussi à pardonner à l'autre, et aussi à comprendre le pourquoi du comment ils en sont arrivés là.
Et je pense aussi qu'il faut aider les gens. Je pense qu'il y aurait beaucoup à travailler sur ces fonds-là. Il manque beaucoup pour moi, il me semble, de psychologues, de vrais psychiatres, des gens qui ont réellement des sentiments pour les autres. Enfin, on a l'impression que en prison, c'est, enfin moi je le ressens comme ça, peut-être que je me trompe, hein, mais qu'ils le vivent comme discipline, mais rien derrière, quoi. Pour eux, il n'y a pas d'avenir, c'est bouché. La vie de Sophie a basculé le jour de l'incarcération de son fils. Tenir bon malgré tout, mais surtout envers et contre tous. Car si la mise à l'écart fait partie de la peine affligée aux prisonniers, elle vaut également pour leur famille. Sachez pour info que la comédienne et réalisatrice Rachida Brakni a filmé en 2016 dans Sas en Sas, de Sas en Sas, un groupe de femmes pendant l'attente éprouvante d'un parloir. C'est un point de vue bien sûr engagé sur l'univers carcéral, un lieu qui abîme plus qu'il ne répare. C'est important de le montrer et de s'interroger sur ce que la prison est censée apporter, affirme Rachida Brakni dans ce documentaire qu'elle a réalisé donc en 2016 de Sas en Sas. Vous pouvez réécouter, les amis, ce reportage Mère d'assassin sur la page Facebook de Réagir Productions, en n'oubliant pas d'appuyer sur le pouce bleu, vous savez, celui qui monte. Et si jamais l'envie vous prend de laisser un joli commentaire, eh bien, n'hésitez pas. Merci à Sophie pour son témoignage. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Adous pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.